La semaine dernière, je déteste le personnage principal. Cette semaine, elle me fait un peu pitié et je commence à l'aimer. Où va aller cette série ? Pluribus, épisode 4. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de Pluribus pour l'instant, les 4 premiers épisodes, quittez cette vidéo, allez voir la série et revenez après ici. Je sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant sur Google, si vous tapez Pluribus, il y a une sorte d'easter egg, de clin d'œil, où il y a marqué « What are you searching for, Carol ?» Et j'aime bien, c'est rigolo, un instant promo sympathique par rapport à Apple, Google, c'est cool. J'aime beaucoup le début de cet épisode-là parce qu'en fait, on est face à un mec parano. On comprend très vite que c'était la personne que Carol a appelée l'épisode précédent, mais c'est un mec qui se concentre à trouver de la vie en dehors des pluribus. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord et appeler genre cette race alien humanoïde des pluribus ou les pluribus? Ça vous va? On va faire ça à partir de maintenant, peut-être c'est bizarre, mais je vais le faire quand même. Et il est en train de chercher des gens à la radio parce qu'il n'a pas perdu espoir. Il pense vraiment qu'il y a d'autres personnes vivantes dans ce monde. Il écoute la radio, il met un timer, tu vois qu'il est fatigué. Il est complètement conspirationniste et ça devient un thriller parano visuellement. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mais ce que j'adore, c'est que c'est un mec qui se raccroche à la vie passée. Il respecte encore les lois. Tu vois que c'est un mec qui bossait dans cet entrepôt où il y a plein de gens qui viennent stocker des choses et tout. Il respecte encore ça. Il fait un mot par rapport à ça et tout. En fait, c'est un mec qui s'accroche au monde passé, qui n'arrive pas à l'abandonner et il vit en prison presque. Il vit dans ce bunker où il se dit maintenant, je suis ici, je suis coincé, je sais plus quoi faire. Et il s'accroche complètement à ça. Il est à la fois dans le déni, à la fois il a peur. En fait, sans rien dire, il a quasiment aucune parole. Dans ces 5 minutes au début, on comprend parfaitement son personnage. Il mange de la bouffe pour chien. Et le pire, c'est que les pluribus le surveille. Il voit très bien que le mec a plus de bouffe, plus ou moins, et il lui rapporte de la bouffe au bon moment, quoi. Donc il a raison, 100% d'être parano, parce qu'il est surveillé. Et j'adore cette scène-là. Il refuse complètement le nouveau système. Pourtant, ils ont fait de la belle bouffe et tout, pour lui, des légumes, des fruits et tout. Ça a l'air trop bon, ce qu'ils ont cuisiné. Mais en même temps, il refuse. Il est anti ces gens-là. Il est derrière la grille, avec ce bâton. Je sais pas s'il a peur d'être contaminé par une maladie, un virus, ou juste, il est complètement en mode deep state, cliché, vous savez, des gens dans le bunker et tout. Et j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il a raison d'être conspirationniste parce que le monde a changé et c'est plus du tout une conspiration en soi. Mais en même temps, tu vois qu'il est en train de craquer sous la pression de ce nouveau système. Le mec, sa vie, elle est chiante, il n'y a plus de lumière, il vit dans le noir, il écoute la radio constamment, il respecte les lois de l'ancien monde et il bouffe, voilà, la bouffe pour chien, il est vraiment au bout du rouleau et ça commence à l'user, l'épuiser et tout. Et il fait un peu comme les pluribus, c'est-à-dire qu'il commence à utiliser toutes les ressources du coin, il ouvre tous ses petits entrepôts pour les gens, et ça le dégoûte à la fois parce qu'il aime pas casser ses règles et les briser de l'ancien système, mais en même temps, il a 100% raison, parce que le système l'oppresse, et il n'a plus le choix, donc il fait ce qu'il a. Il prend les ressources de ce fameux bunker, et c'est hyper compréhensible la situation dans laquelle il est, et en fait, tu crées une sorte d'empathie automatique, parce que peut-être à sa place, imagine, t'es face à ces gens-là, le monde a changé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'aurais pas peur? Est-ce que t'as pas envie de t'enfermer? Et ça, moi, j'aime beaucoup. Et l'appel de Carol, je trouve vraiment hyper intéressant parce que, au fait, ça va complètement changer sa vision du monde. Ça crée une sorte de porte de sortie pour lui qui est géniale. Il a enfin rencontré quelqu'un d'humain qui l'insulte. Et c'est ce que j'avais dit à l'épisode précédent. C'est sûr que le mec au téléphone allait kiffer ce que Carol a dit. C'était évident parce qu'il est vraiment dans ce truc thriller paranoïaque des films de l'époque. Et il rencontre une personne qui est complètement différente, mais qui l'insulte. C'est ça le contraste. Personne qui va changer sa vie, en même temps, première interaction, ce sont des insultes. Donc j'aime bien. Et j'adore aussi le côté, vous savez, très minutieux de la routine que fait Vince Gilligan dans Better Call Saul, Breaking Bad. Ça va donner vie à ces séries, ses œuvres. Et j'ai hâte de le revoir, ce personnage-là, parce qu'en fait, il y a cette barrière de la langue. La semaine dernière, j'avais dit que Carol a uniquement voulu parler à des gens anglophones par mépris international. Vous savez, mépris nord-sud et tout. Mais il y a aussi le fait, comme moi j'avais dit dans l'épisode 1 et 2, mais j'évite de répéter à chaque fois, en fait, si elle parle à quelqu'un d'anglophone ou non anglophone, il y a une différence. En gros, les non anglophones, ils ont besoin d'une traductrice ou un traducteur, et forcément, ça sera les pluribus, et ils vont comprendre ce qu'ils se disent. Mais de toute façon, là, ils sont surveillés. Donc dans tous les cas, qu'est-ce que ça peut changer à voir par la suite? Donc je pense vraiment que ce personnage-là va être fascinant à suivre. Cependant, j'espère juste que la rencontre entre Carol et ce mec-là soit pas le cliffhanger de fin de saison, quoi. Ça me ferait un petit peu chier. J'espère que là, ils l'ont montré et que l'épisode 5 ou 6, ils vont se voir. Parce que si c'est un cliffhanger de fin de saison, je sais pas. Alors, s'ils créent un truc, une relation peut-être, entre guillemets, épistolaire ou par téléphone ou un truc, why not fin de saison? Mais j'espère que ça va avancer vite parce que pour l'instant, c'est une série. Moi, je trouve que ça avance vite. Il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est lent et tout. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve qu'il se passe plein de trucs. Chaque épisode, c'est hyper dense. Il y a 45 minutes, mais il n'y a pas une seconde qui est gâchée sur un truc. On va en parler. Mais j'aime beaucoup pour l'instant
c'est le changement d'ambiance, c'est complètement différent. Et j'aime bien aussi la caractérisation de ce personnage-là en quelques secondes, quoi. En 2-3 plans, t'as déjà compris le mec et tu le comprends. Normalement, ces mecs-là, vous savez, ces conspi et tout, ils sont, on va dire, revendiqués de manière positive dans les œuvres, comme ça. Mais là, toi, tu connais la vérité sur le monde. Et à la fois, tu le comprends. Donc, t'as une empathie automatique que j'aime beaucoup. Et si on parle de Carol, il y a un vrai changement qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, il est en voiture de police, après évidemment son petit passage en hôpital. Et c'est un choix intéressant parce que la police, c'est un symbole de protection, c'est un symbole d'oppression et c'est un symbole d'autorité. Donc là, c'est tout ce qui va se passer dans cet épisode-là. Elle va se sentir protégée, autoritaire et en même temps, elle va oppresser les gens. Et vu comment change cet épisode-là et la dynamique de pouvoir entre les Pluribus et Carol, je trouve ça super intéressant comme choix d'avoir cette voiture de police. Elle sent plus confiante, elle a de la force et c'est symbolisé par ça aussi. Et j'aime bien l'ironie de ce monde, encore une fois, tout le monde lui sourit. Tout le monde est hyper heureux de la voir. Elle devrait être heureuse d'être la reine de ce monde, mais elle refuse. Et le truc qui est hyper intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils font ces gens? Qu'est-ce qu'ils déménagent? Pourquoi? C'est quoi ce changement de ressources? Vers quoi est-ce qu'ils mènent? Parce que moi, je pense vraiment que les Pluribus sont en train d'étudier, de mettre toutes leurs ressources pour contaminer la planète et l'univers entier. Ou alors je suranalyse et c'est juste au fait, vous savez, je sais pas, un pick-up ou un camion de déménagement de sa maison qui est en pleine réparation. Peut-être je suis allé un peu trop loin, mais je vois aussi le délire des ressources constamment. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits qui sont vivants, moins vivants? C'est intéressant. Ils sont en train de faire des choses quand même. Et la réparation, il est hyper intéressante parce qu'elle a accepté d'avoir sa maison réparée via son consentement lorsqu'elle était dans un état de panique. Donc en fait, les Pluribus, peu importe ton état, le consentement, ils le prennent quand même. C'est-à-dire qu'elle, elle n'était pas du tout en état de donner un consentement au fait qu'on répare sa maison, mais elle a quand même fait, parce qu'au fait, ce sont des machines, quoi. Et elles entendent juste le côté très premier degré. Ok, répare ma maison, mais la meuf était pas du tout en état de dire ça. Donc ils ont quand même pris son consentement pour ce que c'était, alors que c'est pas vrai. Elle a pas du tout consenti, ou peut-être elle a consenti, mais elle n'était pas en état de consentir. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça déshumanise complètement les Pluribus qui s'attardent sur des détails entre guillemets importants, comme des phrases, mais hors contexte. Parce qu'avec le contexte, jamais ils auraient dû réparer sa maison. Ils auraient dû comprendre que c'est pas le moment de lui poser cette question parce qu'il est en panique, en état de choc et tout. Et ça, j'adore. Il y a un truc que j'adore aussi par rapport à cette scène, c'est le maire qui est devenu jardinier. Moi, je dis encore une fois une critique du communisme et de l'effacement de l'identité de manière générale. Et aussi l'arrivée de l'IA qui a rendu tout le monde très uniforme. Vous savez, maintenant, tous les textes sont ChatGPT. Il y a même des influenceurs, vous avez remarqué, surtout sur TikTok, et des influenceurs, ils parlent comme ChatGPT, quoi. Ils ont plus de personnalité, ils sont plus des gens, quoi. Et je pense qu'il y a 2 degrés. Il y a le truc vraiment un peu communiste, critiqué, le mec qui passe de maire à jardinier. Alors évidemment, de ma part, aucun mépris pour les jardiniers, mais il y a cette différence de classe qui s'est clairement installée. En plus, il y a ce truc où, vous savez, aux States, beaucoup des jardiniers, c'est des personnes, des Mexicains, des choses comme ça, c'est le cliché, hein. Je dis pas que tout le monde, hein, mais c'est un peu le cliché. Et en même temps, il y a ce truc où le mec la remercie pour son vote. Donc en gros, ils savent qu'elle a voté pour lui. Mais comment ils savent ça? Ils savent ça parce qu'ils ont utilisé les mémoires d'Hélène, alors qu'ils ont promis de pas le faire. Parce que qui d'autre aurait pu savoir que Carol a voté pour ce maire-là? C'est sûrement Hélène. Donc ils ont menti par rapport à l'utilisation. Enfin, menti, c'est un grand mot. Peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. Mais voilà, ils ont quand même un souvenir d'Hélène, ou je sais pas comment ça se passe aux États-Unis pour voter, mais ils savent qu'elle a voté pour ce mec-là. Alors que, comment ils auraient pu savoir si c'était pas Hélène? Alors, si vous connaissez mieux le système électoral d'un point de vue technique aux États-Unis et peuvent le savoir différemment, why not? Je n'en sais rien. Mais là, j'étais quand même assez curieux de voir ça parce qu'il y a un décalage communiste, IA, et en même temps de peut-être mensonge entre guillemets par rapport à comment ils savent qu'elle a voté pour lui. Donc je trouve que c'est assez génial et j'aime beaucoup parce que pour la première fois, elle utilise ses talents de scénariste et d'auteur pour lutter contre ces machines et elle veut clairement changer le monde, mais en même temps, c'est le monde qui veut la changer elle. Elle se sent menacée. Et je pense que le fait de se sentir menacée est essentiel parce que lorsque tu te sens menacé en tant qu'espèce, qu'humain, peu importe, tu as envie de contre-attaquer, de t'opposer et d'oppresser. Et je pense que c'est essentiel. Et on le voit dans la scène juste après. Et c'est là qu'on arrive à, pour moi, l'une des meilleures scènes de la série pour l'instant. C'est elle qui parle à ChatGPT. Soyons honnêtes, c'est exactement ce qui se passe. Le mec est super serviable. Ils veulent pas du tout la contrarier en tant qu'entité. C'est Pluribus. Et il est trop parfait. Et Carol fait un truc que j'adore, c'est qu'elle s'attaque à ses propres livres qu'elle déteste. En gros, elle se confronte à elle-même aussi en même temps et elle n'entend que du positif concernant ses bouquins. Mais elle déteste ses bouquins. Et ça l'agace aussi un petit peu. Et elle essaie de tester les limites. Le Shakespeare, pour moi, il est génial parce que clairement, elle se moque des Pluribus. Il y a une mise en scène chant contre chant. Ensuite, il y a une véritable cassure à partir du Shakespeare parce que c'est lunaire comme discussion. Et la dynamique s'est inversée.
Là, elle s'énerve. Elle est passée de la moquerie, l'investigation, à une sorte d'énervement par rapport à ça, où elle comprend que ces gens-là, cette IA, comme ChatGPT qui va jamais te contrarier, dit n'importe quoi pour lui faire plaisir. Et ça l'agace. Et mine de rien, une réponse qui est intéressante de la part du Pluribus qui dit « L'art inspire ». L'art fait plaisir en fonction des gens. Donc il y a une personne qui a vu sa vie complètement changer grâce au bouquin de Carole. Et ça, il joue sur le côté sentimental. Parce que c'est vrai, pour cette personne qui a failli se suicider, qui a lu le bouquin de Carole, d'un coup, sa vie a changé. L'impact, on peut pas le nier. Cependant, Carole et les bouquins de manière générale qu'elle écrit sont un peu nuls, c'est ce qu'il dit. Et c'est fascinant parce que ce débat de ChatGPT, Shakespeare complètement lunaire de l'IA qui fait plaisir quoi qu'il arrive au créateur, entre guillemets, à celui qui écrit les prompts, change drastiquement lorsque l'avis d'Hélène rentre en compte. Parce que pour la première fois de sa vie, il a l'impression que Carole entend l'avis d'Hélène, et c'est génial parce qu'au fait, là, elle parle plus au Pluribus, elle parle à sa compagne décédée. Et c'est fort. Il y a un truc un peu post-mortem, de communication et tout, où il y a une sorte d'engueulade, de confrontation de couple avec une femme qui n'existe plus, qui est représentée par ce collectif d'humanoïdes aliens bizarres. Et je trouve ça fascinant. Ça devient bien plus dramatique. Il y a un nouvel angle à chaque fois. Et en plus, il y a un nouvel angle aussi en termes de mise en scène. Il y a une nouvelle cassure dans le dialogue et dans la mise en scène. Rematez cette scène et regardez à chaque fois ce qui se passe en termes de mise en scène. C'est génial, je trouve. Ça change complètement la dynamique du dialogue, de la scène de manière générale, du personnage. Parce qu'en fait, ça devient à la base une sorte d'interrogatoire et ensuite une sorte de dialogue, engueulade amoureuse d'un couple. Sauf que la personne est décédée. Moi, je trouve ça génial comme idée. Elle parle à son amour, mais elle doit marquer cette distance aussi. Et la caméra recule en même temps qu'elle doit marquer cette distance. Il y a plein de couches de lecture différentes que j'adore. Et elle se sent à la fois trahie par Hélène. Au début, elle était en charge de l'interrogatoire. Et quand ça parle d'Hélène, elle perd un peu ses moyens. Et je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est magnifique comme idée. Et il y a plein de choses comme ça qui arrivent tout le temps dans la série de manière un peu subtile. Et c'est beau, cette nouvelle cassure entre dialogue amoureux, engueulade, interrogatoire. Elle qui essaie de déchiffrer un peu comment manipuler ses pluribus. Elle parle vraiment à quelqu'un qui lui a fait du mal, mais en même temps, elle comprend le système et l'impossibilité de mentir de ces gens-là, essaie de les piéger. Mais pour la première fois, quelqu'un lui fait du mal en étant décédé. Parce qu'avec Hélène, ça se passait trop bien. Même s'il y avait un problème de communication, peut-être d'amour, d'émotion, ça se passait bien. Mais là, d'un coup, il se passe tellement de choses dans cette scène que moi, j'étais complètement fan. Et j'adore juste cet épisode-là grâce à cette scène. Mais le reste de l'épisode est génial parce qu'en fait, elle comprend un autre truc. C'est que là, elle a changé la dynamique par rapport au pluribus. C'est-à-dire qu'elle est face à une personne en danger et elle veut l'aider. Premier degré, elle veut aider cette personne. Les rôles s'inversent. D'un coup, c'est elle qui est serviable plutôt qu'autre chose. Et il y a un truc que j'ai compris par rapport à cette scène et à la série, c'est que pour moi, j'ai l'impression que Carole va vouloir changer les pluribus et les rendre de nouveau humains. Et elle le dit un peu à haute voix juste après, mais je trouve ça fascinant. C'est un interrogatoire encore une fois, mais en même temps une menace. Elle menace littéralement cette femme dans son lit, mais elle se sent coupable. Il y a tellement de couches que j'adore. C'est un personnage qui est compliqué, et c'est une situation qui est compliquée, et on peut l'aimer, la détester, mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent, il y a un pathos qui se crée. J'adore. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que pour la première fois, les pluribus refusent de répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas donner la réponse à Carole, parce que ça les concerne eux. Dès que ça concerne leur reproduction, leur biologie, ils ne veulent pas répondre parce qu'ils savent que ça va mettre en danger cette ruche. Mais en même temps, ils peuvent pas mentir non plus parce qu'ils sont programmés pour ne pas mentir. Programmés, je sais pas si c'est le terme exact parce que c'est peut-être pas des machines non plus, mais il y a un côté machine. Évidemment, de toute façon, Vince Gilligan, il déteste les IA. Donc moi, j'adore parce qu'il y a un truc aussi où elle est clairement amoureuse de cette personne-là, Carole. Elle ressemble à Hélène et en même temps au personnage de son livre. En plus, après, lorsqu'elle est droguée, elle dit que ce personnage-là est baisable. Elle commence à tomber amoureuse. Il y a un truc, et je trouve ça génial, parce qu'à la fois, c'est l'oppresseur qui devient l'opprimé, et inversement, puis il y a ce côté amoureux. Il y a trop de trucs, quoi. Et en même temps, c'est des machines, mais pas trop. C'est formidable. Et là, tu comprends pourquoi Carole déteste encore plus cette idée de ruche. C'est que, vu qu'elle est lesbienne, il y avait ses parents qui l'ont mis dans un centre de conversion. Donc, le centre de conversion, l'idée, c'est de rendre les personnes homosexuelles hétérosexuelles. C'est génial comme ajout scénaristique. Moi, je trouve que c'est brillant, parce qu'en fait, tu comprends pourquoi elle veut pas être uniformisée. Ils ont déjà essayé de la rendre uniforme, elle a détesté, elle a souffert. Elle dit cette phrase qui est géniale, les gens dans le centre de conversion de thérapie là, ils souriaient tout le temps. Ils avaient cette fausse gentillesse, mais ils faisaient des actes méchants. Elle se retrouve encore une fois dans ce centre de conversion de thérapie comme à l'époque, mais à une échelle internationale, globale. Et il y a cette phrase aussi sur le fait que les pluribus acceptent tout le monde, mais au fait ils effacent des gens. C'est ça que je trouve fascinant. Et la phrase pour ça, elle est parfaite. You've never been us.
Ça, c'est une phrase, mais qui est complètement un appel à l'addiction, un appel au culte, à la croyance, à la secte, à l'uniformisation. Et c'est génial parce qu'on sait juste après que Carole était addicte. En tout cas, elle a testé l'addiction. Donc quand elle voit justement ce plan avec le focus qui est fait sur un outil qu'elle va utiliser par la suite, on va l'appeler comme ça lui fait aussi ce déclic en se disant « Ah oui, c'est que la drogue, je pourrais l'utiliser contre eux. » Et puis à ce moment qui est quand même très musical, je trouve, un peu à la Soderbergh en termes de mise en scène, même si ça fait beaucoup penser à Vince Gilligan aussi, ce qu'il a fait avant, avec la recherche de la drogue, elle qui fait des recherches et tout. Un truc Soderbergh, Spielberg, que j'aime bien. De toute façon, il y a pas mal d'inspiration à Spielberg dans la série. Mais ce qui est fort, c'est la révélation qu'elle s'est déjà droguée à l'héroïne lorsqu'elle était à la fac. Elle avait donc cette phrase, vous savez, dans l'épisode 1 et 2, quand elle parlait d'héroïne. Mais on comprend maintenant pourquoi elle a dit cette phrase. Elle avait un passé avec l'héroïne, qu'elle soit addicte ou pas, peu importe à l'époque. Et là, ce petit passé avec l'héroïne, et je trouve ça fascinant, du coup, ce petit rappel d'une petite phrase de l'épisode 1 ou 2, je sais même plus, mais c'est génial parce que c'est pas anodin de dire est-ce qu'un héroïnomane va te dire qu'il est addict ou qu'il aime pas. On comprend d'où ça vient, parce qu'elle, lorsqu'elle était sûrement droguée à la fac, bah, elle a vécu ça, quoi. Elle aimait trop l'héroïne. Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. Et il y a un débat sur est-ce que l'héroïne est plus dangereuse que la grenade, et c'est très américain. D'un côté, t'as l'héroïne, de la drogue, et c'est très dangereux, évidemment, mais t'as une grenade aussi. C'est limite le plus ribus, ils se disent, non mais attends, l'héroïne, c'est vraiment dangereux, attention, alors que la grenade, ils l'ont donné comme ça. Pour moi, c'est un peu le cliché de l'Amérique, on donne des guns à tout le monde, par contre, la drogue, attention, attention. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a cette vision de l'utopie aussi, c'est-à-dire que eux vont donner des conseils à Carole de comment utiliser l'héroïne de manière safe, comment faire attention. Et en fait, dans un monde normal, oui, bah les drogués, ils vont se droguer. On doit les aider à plus droguer, c'est clair. Mais s'ils vont le faire, on peut rien faire pour les empêcher. Au moins, essayons de limiter la casse, de les aider. Il y a des centres, voilà, dans les festivals ou dans certains pays où c'est décriminalisé, où les drogués peuvent aller pour demander conseil, pour limiter, on va dire, l'impact sur leur santé. Et je trouve que ce côté utopique de la société, vous savez, par rapport à la sécurité des précédents épisodes et tout, mais même là, par rapport à la drogue, bah c'est intéressant parce que ça reste une sorte de secte qui s'est formée là. Une sorte de secte, IA, ruche, alien, bizarre. Il se passe trop de choses, donc j'aime beaucoup. Et moi, à la base, je pensais qu'elle jetait la drogue dans les toilettes parce que dans la vraie vie, au fait, on sait qu'il y a des villes qui consomment de la drogue parce qu'on teste les égouts, quoi, les urines et tout, et on voit qu'il y a la drogue dedans et on voit le taux de drogue. Du coup, moi, je me suis dit, ok, elle jette la drogue dans les toilettes pour bien prouver au pluribus qu'elle s'est droguée après son urine ou un truc comme ça. Moi, je le voyais comme ça, mais en fait, pas du tout, parce qu'après, elle dit la vérité à donc, ce personnage-là, le pluribus, qu'elle s'est pas droguée, qu'elle a eu peur au final. Mais bon, il y a un truc où j'ai l'impression qu'elle est pas tout à fait honnête par rapport à ça, et je trouve que c'est intéressant. Peut-être c'est pour mentir, je sais pas. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté introspectif, au final. C'est-à-dire qu'elle s'auto-juge, il y a un vrai dégoût, une vraie colère. C'est le but de la série aussi. Elle affronte les pluribus, mais elle-même, surtout elle-même, peut-être. Et il y a un sérum de vérité qui est impactant, il y a un peu tous ces trucs qu'elle veut pas s'avouer qui sortent. Alors, en termes de scénario, je trouve que c'est un petit peu facile de dire en haute voix tout ce qui se passe et tout. C'est un outil scénaristique qui est vraiment basique et qui fait un peu simple, mais c'est utilisé plus tard pour attaquer les pluribus. Donc, en fait, c'est un mal pour un bien, parce qu'elle déteste voir comme ça. Pour elle, ce qui se passe là, c'est humiliant, c'est dur, elle se déteste encore plus quand elle voit ça, quand il y a toutes ces névroses qui sont dites à haute voix. Pour elle, c'est tragique. Et en même temps, bah, elle a une arme cette fois-ci. Si elle subit ça, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au pluribus? Et j'aime beaucoup parce que juste avant qu'elle utilise cette drogue ou que la drogue prenne effet, il y a un côté très divin au pluribus. Elle demande la météo est dite avec précision, le vent et tout. Tu dis ok, encore une fois, ces pluribus, ils sont omniscients, ils voient tout, ils ressentent tout, c'est pas des humains, fatalement. Mais pour la première fois, Dieu va être affaibli. Et je trouve ça très très fort. Et la méthode qui allait sauver Carole, c'est-à-dire voilà, trouver une solution contre cette oppression, devient tragique. Et je trouve qu'on a de la peine, parce que cette fois-ci, c'est Carole, la personne qui oppresse, et elle devient un peu la méchante de la scène, alors qu'en fait, bah, c'est les pluribus, les méchants, entre guillemets, depuis le début. Donc le rapport de force s'inverse, et le pluribus qui demande de l'aide, il y a une émotion, il y a un sentiment un peu contradictoire pour nous, spectateurs, parce qu'en fait, on n'a pas envie que cette femme, elle meure, parce qu'elle est gentille, fatalement. Peut-être c'est une machine, un robot, un alien, on s'en fout, mais elle est fatalement gentille, et ça, c'est dur de voir quelqu'un souffrir à cause de ça. Et Carole, elle s'en veut clairement. Elle a des regrets par rapport à ça. Et elle développe une sorte d'émotion bizarre par rapport à cette femme, et en même temps par rapport à cette communauté. Et ça va changer son rapport de force, parce que peut-être le dosage était pas bon, des choses comme ça. On ne sait rien pourquoi elle a réagi comme ça. Je trouve ça fascinant. Au fait, à chaque fois que tu regardes cette série, il se passe tellement de trucs émotionnellement. D'un coup, tu détestes Carole, tu l'aimes bien, elle est pathétique, plus les pluribus sont pathétiques, plus tu les aimes bien, tu détestes.
c'est génial. Je trouve qu'il y a tellement de couches de lecture, de grilles lecture différentes. C'est pour ça que j'adore cette série. Pour moi, pour l'instant, c'est le top du panier de l'année, quoi. 4 épisodes, et il y a tellement de trucs que tu peux analyser, tu peux dire. Moi, je m'en fous du mystère, encore une fois. Je m'en fous du lore du truc. Moi, j'adore les personnages. J'adore comment, en fait, on ressent des choses tellement différentes à chaque épisode, chaque moment. Et ça parle de choses sérieuses, de thématiques profondes. Donc pour l'instant, pour moi, c'est masterclass. Et cet épisode-là, encore une fois, c'est le haut du panier, quoi. Les gens qui disent que c'est lent, mais il se passe 1000 trucs dans cet épisode-là. J'ai tourné 27 minutes à l'instant, ça sera moins pour vous, mais incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? Je pense qu'à ce stade, je ferai les critiques de tous les épisodes, que l'épisode marche ou pas, je m'en fous, je ferai toutes les critiques parce que je suis à fond dans la série, quoi. Moi, je suis matrixé, comme la ruche. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.